bonjour. Ces questions d'innovation pédagogique dont parlait Michel Fayol, je les ai travaillées dans l'éducation nationale, où j'ai été amené en fait à accompagner des équipes innovantes avec le ministère de l'Éducation et son département Recherche, Développement, Innovation pendant 3 ou 4 années. C'est vrai que je ne connaissais absolument pas ces questions d'innovation au départ, comme chercheur un peu hors sol. Et donc, face d'une certaine manière aux questions que me posaient les professionnels, j'ai été amené à essayer de voir un petit peu comment la recherche internationale avait pu accompagner des dynamiques de changement dans les établissements scolaires. Et puis, un renouvellement en fait, de l'accompagnement des équipes et des pratiques de formation. De là est sorti un livre. Alors, je ne vais pas vous raconter le livre. Si ça vous intéresse, vous le lirez. La grande transformation. Le titre est venu d'un ouvrage d'un historien britannique, La Grande Transformation, qui s'est intéressé à la façon dont au XVIe, au XVIIe siècle, les agriculteurs qui vivaient à travers des communaux, en fait, donc une liberté totale en termes d'élevage, eh bien, se sont vus imposer des enclosures, c'est-à-dire un regroupement des terres qui a conduit finalement des propriétaires à faire fortune, et qui a constitué en fait les premières bases d'accumulation du capitalisme industriel anglais. Donc on est passé d'un modèle assez communal à un modèle industriel, et ça a fait succès, comme vous le savez, dans le domaine de l'agriculture. Donc le livre voulait plutôt, d'une certaine manière, indiquer une grande transformation, mais qui est une transformation de désindustrialisation, d'une certaine manière, de l'éducation à travers le monde, avec l'idée que peut-être... pas Small is Beautiful, mais peut-être que l'échelon local, finalement, peut être intéressant en termes de développement et de portage des innovations pédagogiques. Donc, chemin faisant, ma réflexion a conduit à prendre un peu de recul par rapport à ces questions et de voir à l'échelle internationale comment expliquer le fait que dans la maîtrise des compétences de base, on a des pays, notamment en mathématiques, qui performent beaucoup plus fortement en fait, que la France. Et évidemment, ça pose des questions. Ça pose des questions même au ministre en ce moment, qui est en train de réunir une commission avec la médaille Fields, le prix Nobel des mathématiques, pour réfléchir en fait, à comment on pourrait améliorer l'enseignement des mathématiques. Alors, je me pose la question et je vais essayer de voir un peu dans les pays, non pas ce que racontent les rapports de l'OCDE, ou des visites de 2-3 jours ou de 2 semaines dans ces pays qui reviennent tout enchantés ensuite pour nous montrer finalement les vertus du modèle finlandais ou du modèle shanghaïen ou singapourien. J'essaie d'analyser un petit peu ce que disent les chercheurs nationaux ou locaux eux-mêmes de dynamiques d'innovation qui ont pu être conduits dans les systèmes éducatifs et dans les organisations scolaires. Donc la question c'est, est-ce que l'herbe est plus verte chez nos voisins, pour filer la métaphore agricole? Oui et non. Oui, si on regarde... non, si on regarde par exemple... Non, allez pas trop vite. Restez sur l'herbe verte. Non, si on regarde la Finlande, si on essaie de transposer le modèle finlandais en France, eh bien, il faudrait d'abord supprimer les corps d'inspection. Il faudrait transférer les écoles dans les grandes villes, dans les grandes métropoles, en milieu rural, peut-être qui arrangerait finalement l'enseignement agricole. Il faudrait réduire la taille des classes à 25 élèves. Il faudrait... faire en sorte que la formation des enseignants soit au niveau du doctorat, avec un haut niveau de qualification dans la recherche. Enfin voilà, on voit déjà des choses qu'il faudrait transposer dans le modèle finlandais qui seraient un petit peu difficilement transposables en France. Si on regarde Singapour, Hong Kong, sans doute il faudrait inscrire les principes confucéens dans les instructions officielles et demander aux élèves, aux enseignants qui respectent fortement les règles de la hiérarchie, qu'ils se soumettent complètement en termes d'obéissance à cette hiérarchie, voilà. Qu'ils adoptent des attitudes d'humilité, de modestie dans leur travail, qu'ils ne pensent pas à eux, mais qu'ils pensent au collectif et à la façon dont ils vont servir le collectif. Il faudrait sans doute aussi changer l'évaluation des élèves et faire en sorte que les élèves ne soient pas évalués uniquement sur leurs compétences cognitives, mais sur leurs compétences morales et leurs compétences physiques, qu'on mette en place des classements des élèves sur la base de ces compétences dans des établissements. Voilà, ça ferait évidemment beaucoup de changements aussi dans le système éducatif. Mais ce qu'il y a de commun à la Finlande et à Singapour et à Hong Kong,
c'est qu'en termes d'innovation des systèmes éducatifs locaux, eh c'est des systèmes qui ont évolué sur une vingtaine d'années, qui sont partis comme nous de la question qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les compétences de base des élèves et développer ce qu'on appelle en France un socle commun de connaissances et de compétences. Et puis, progressivement, ils se sont dit que ce n'était pas suffisant. Il fallait développer l'évaluation, non seulement l'évaluation dans la classe, mais aussi l'évaluation de l'établissement scolaire, ou l'auto-évaluation, comme l'a dit Michel Fayol, quelque chose de relativement important. Il fallait aussi revoir complètement les modalités de la formation des enseignants et la formation des cadres. Et ensuite, on pouvait prétendre aller sur des dynamiques d'innovation et d'accompagnement du changement de l'organisation. Donc pour synthétiser un petit peu très rapidement ce qui caractérise ces pays en même temps, c'est qu'ils ont une autonomie locale relativement forte, c'est-à-dire qu'à l'échelle de l'établissement, on définit les contenus d'enseignement, on définit aussi les contenus de formation pour les enseignants en fonction de l'identification des problèmes qui se posent à l'échelle de l'établissement. Et évidemment, c'est des stratégies qui sont centrées fortement sur la résolution de problèmes. Pour identifier ces problèmes, on développe des méthodes et des approches de l'évaluation ou d'auto-évaluation qui permettent collectivement de se saisir de ces problèmes et d'envisager les solutions, les stratégies à mettre en œuvre à moyen ou à court terme pour trouver des solutions. Et évidemment, ils ont des traits culturels spécifiques au sens où le collectif prime sur l'individu et la réflexion elle doit nourrir le collectif. Et donc on a aussi des cultures du consensus assez fortes au niveau de l'établissement. Notamment, je reprends Singapour, la Chine ou Hong Kong, les Chinois ont horreur de perdre la face. Et donc évidemment, la critique n'est pas acceptée puisque finalement la critique ferait perdre la face finalement à son interlocuteur. Donc on va absolument chercher en fait une recherche du consensus, comme on le voit par exemple en Finlande, où c'est des pays relativement de recherche du consensus. On met du temps à négocier, à trouver un accord, et ensuite on planifie les choses ensemble. Alors si je reviens, le point commun en fait à ces pays, à ces systèmes éducatifs locaux, Finlande, Singapour, Hong Kong, Shanghai, c'est que, j'étais en Finlande la semaine dernière, et je posais la question en fait à une spécialiste de la formation des enseignants, mais qu'est-ce qui explique le succès finlandais en termes de formation? Parce qu'on ne trouve pas grand-chose en anglais, l'essentiel des choses sont écrites en finnois, et la spécialiste de la formation des enseignants me disait finalement non, ce n'est pas notre intérêt de traduire en anglais parce que c'est notre expertise. Donc on a plein de gens qui viennent nous visiter en Finlande pour comprendre finalement comment on conduit la formation. Et puis on va partout à l'étranger, on est invité partout pour expliquer finalement les ressorts de la formation initiale et continue finlandaise. Donc on n'est pas prêt en fait de traduire nos contenus de formation, nos outils, nos cadres en anglais parce que c'est effectivement notre expertise. Mais elle a quand même réussi à m'expliquer que ce qui était important en Finlande, d'abord, il n'y avait pas de distinction entre la didactique et la pédagogie comme elle existe en France, et que didactique et pédagogie, ça veut dire la même chose pour eux, que le quoi, c'est-à-dire le qu'est-ce qu'on enseigne, le contenu n'était pas forcément important dans la formation des enseignants. Ce qui était important, c'était le comment on enseigne. Donc les enseignants sont fortement formés au comment on enseigne. Et ça veut dire que dès la formation initiale, on leur demande de développer des enquêtes sur leurs pratiques professionnelles à l'échelon collectif, des pratiques collaboratives et du mentorat. Et ce qui fait qu'ils sont dans une posture à la fois d'enseignants, mais une posture de chercheurs, d'une certaine manière, sur leurs pratiques professionnelles. Donc cette posture-là, on la retrouve aussi dans les pays asiatiques, où on exige des enseignants un haut niveau de qualification, pas seulement dans la maîtrise d'une expertise disciplinaire, mais en termes de connaissances pédagogiques. Et on fait une distinction entre les connaissances disciplinaires et les connaissances pédagogiques, pedagogical content knowledge, qui sont relativement importantes aussi dans la formation des enseignants. On leur demande d'être des chercheurs et de bien connaître aussi l'organisation scolaire. Et la formation est centrée sur l'enquête sur les pratiques, sur l'observation mutuelle dans la classe, sur l'apprentissage entre pairs, sur le développement professionnel que je définis et qui est défini dans la recherche internationale à travers une question simple, comment apprendre en tant que professionnel pour faire mieux apprendre nos élèves. Et c'est la question essentielle à retenir. Évidemment, cet apprentissage, c'est l'apprentissage des compétences des élèves, c'est l'apprentissage des compétences fondamentales. Et derrière, c'est évidemment l'apprentissage professionnel, une réflexion collective des enseignants et évidemment la direction scolaire sur comment apprendre collectivement pour mieux faire apprendre nos élèves. On peut continuer ? Merci.
Voilà, la question elle elle est là, donc j'ai gagné un peu de temps. Alors, au Japon, on a une technique bien particulière, notamment dans l'enseignement des mathématiques, qui s'appelle l'enquête ou l'étude de la leçon. C'est-à-dire qu'on réunit des enseignants qui vont décider d'une expérimentation dans la classe, qui vont conduire l'expérimentation sous le regard des collègues. Ça peut être les collègues de l'établissement, mais ça peut être collègues d'autres établissements. Et pour les enseignants les plus expérimentés, on a des enseignants qui viennent du Japon entier. Ensuite, ils prennent des notes, comme vous voyez, ils peuvent filmer aussi. Ensuite, il y a un débriefing qui se fait entre les enseignants avec, sous l'autorité d'un chef d'établissement ou d'un expert de l'enseignement des mathématiques. Et ensuite, une fois qu'ils ont débriefé, ils écrivent ensemble un rapport et ça fait partie en fait de la littérature de recherche que lisent les enseignants japonais. Ça représente à peu près 50% de la littérature de recherche que lisent les enseignants japonais. Alors, est-ce que ça marche? La question, c'est en mettant l'accent sur le développement professionnel, sur les pratiques collaboratives, sur l'enquête sur les pratiques, est-ce que ça marche? Oui, il y a des études qui ont été faites, ce qu'on appelle des méta-analyses. Donc une méta-analyse, c'est finalement une compilation de données sur des milliers d'enquêtes qui ont été réalisées et qui sont faites par des centres de connaissances spécialisés qui permettent véritablement de mesurer l'efficacité de tel apprentissage, l'efficacité de tel dispositif pédagogique, l'efficacité de telle forme d'organisation, ou voir l'efficacité de tel programme éducatif. Et on a donc un chercheur, notamment John Hattie, qui a écrit un livre qui s'appelle Visible Learning, qui commence à être traduit en français, enfin plutôt traduit en québécois qu'en français, en fait. On commence à y avoir accès. Et il a cherché donc à mesurer les effets différentiels par rapport en fait à la pratique ordinaire d'un enseignant et ce qui paraissait effectivement le plus efficace. Si vous pouviez pointer la petite flèche là-dessus, ce serait pas mal. Ah non. Voilà. Donc, ce qu'on rend compte finalement en termes d'efficacité dans l'amélioration des apprentissages des élèves, leurs compétences de base, un des premiers facteurs, en fait, c'est le développement professionnel continu, tel que je l'ai défini. Il y a un autre facteur qui est relativement important et qui est corroboré aussi par d'autres travaux, notamment l'Endowment Foundation ou le PPI Center de l'Institut d'éducation de Londres, qui ont développé aussi des revues systématiques de la littérature de recherche. C'est la capacité de l'enseignant à développer l'auto-évaluation dans sa classe et la métacognition ou la réflexivité en fait des élèves dans leur apprentissage. Parce qu'on s'est rendu compte que cette dimension de ce que les anglo-saxons appellent le feedback, le retour d'information, est un élément déterminant. Et on l'a comparé par rapport à d'autres facteurs qui sont moins influents. Par exemple, la réduction de la taille des classes n'a pas vraiment d'effet sensible ou un effet moindre en fait que le développement professionnel ou le développement de l'évaluation pour les apprentissages, Assessment for Learning, tel que ça a été ensuite développé dans la recherche internationale, et ça a conduit notamment à la mise en œuvre de programmes d'Assessment for Learning, d'évaluation pour les apprentissages qui ont montré des effets réels. C'est pareil, comment on le dit en français, le plus de classes que de maîtres, en fait, ça n'a pas vraiment d'effet terrible en termes d'amélioration de l'apprentissage des élèves. Donc il y a des choses assez simples, qui ne coûtent pas véritablement cher, mais qui correspondent finalement à des changements de posture, à des changements de posture pédagogique, ou à des changements de posture en termes de formation, qui produisent beaucoup plus de résultats que des solutions finalement qui sont beaucoup plus coûteuses, mais qui n'en produisent pas. Bon, j'ai rencontré John Hattie en Australie, parce qu'il a un gros institut de recherche, en lui disant mais avec tout ça, finalement, ça doit quand même complètement transformer la politique d'éducation en Australie ou en Nouvelle-Zélande, parce qu'il est originaire de Nouvelle-Zélande. Il dit oui, on fait des travaux intéressants, mais le problème, c'est que 10% de nos travaux sont véritablement repris par les décideurs politiques, parce que les décideurs politiques, finalement, la recherche, ça les intéresse en partie, et qu'ils ont aussi à faire d'autres arbitrages entre des groupes d'intérêt, entre aussi ce qu'ils croient être bon aussi pour les transformations du système éducatif. Donc il ne suffit pas véritablement de produire des résultats de recherche pour espérer que ça transforme, du moins à court terme, les politiques éducatives et les systèmes éducatifs. Voilà, on peut... Une autre définition du développement professionnel qui est courante dans la littérature de recherche, c'est l'idée que pour qu'il y ait un déploiement professionnel efficace, il faut sortir d'une organisation d'établissement scolaire en unité, mais la faire travailler en réseau,
avec la possibilité de construire des compétences collectives qui sont les compétences du réseau et pas seulement les compétences à l'intérieur de l'établissement scolaire. Et ça, c'est des vecteurs importants de l'innovation et du changement. Parce qu'on se rend compte finalement qu'il est plus facile de faire travailler les gens en les faisant collaborer entre finalement deux établissements scolaires qu'à l'intérieur d'un même établissement scolaire où on se retrouve quelquefois dans des positions concurrentes, des positions conflictuelles, où simplement on n'a pas forcément les ressources et les compétences au sein de l'établissement scolaire. Donc ce travail en réseau fait partie de quelque chose qui est maintenant beaucoup travaillé dans la littérature internationale de recherche et qui a montré aussi ses effets. Alors, je n'ai pas le temps vraiment de développer en détail ces apports, mais je voudrais vous donner des éléments de littérature internationale, mais je vais juste focaliser en fait sur une expérimentation qui a été conduite avec un certain succès. On peut passer à la diapo suivante. Alors, avant ça, pour expliquer peut-être, non, restez là-dessus, pardon. Juste les mécanismes qui sous-tendent en fait ces dynamiques de réseau. On s'est rendu compte que ce qui était important, évidemment, c'était de nourrir le dialogue entre les équipes, parce que sans dialogue, il n'y avait pas possibilité de construire une réflexivité et une intelligence collective à l'échelle de l'établissement scolaire ou du réseau d'établissements, que l'apprentissage entre pairs est évidemment important parce que chacun avait une portion d'expertise ou des compétences qu'il pouvait partager avec d'autres, mais que le dialogue et la réflexivité en équipe tout seul, en équipe d'enseignants tout seul, n'était pas suffisante, que ça nécessitait un accompagnement soit par du mentorat, c'est-à-dire par des enseignants ou des professionnels plus expérimentés qui permettent de partager les connaissances et les compétences, ou parce que par un ami critique que j'ai théorisé notamment dans le cadre de l'accompagnement de conseillers en développement dans les académies. L'ami critique, c'est celui qui n'appartient pas au groupe professionnel, donc qui va avoir une réflexivité suffisante, une distance critique pour faire réfléchir le groupe professionnel sur ce qu'il fait, sur ses propres objectifs, mais qui est ami puisqu'il est là d'une certaine manière pour aider le groupe professionnel à améliorer en fait ses pratiques et à s'engager dans une dynamique d'innovation. Donc le rôle d'accompagnement est important, le rôle d'animation notamment, et le rôle d'animation par le chef d'établissement est quelque chose de relativement important parce que c'est le chef d'établissement aussi qui peut d'une certaine manière faciliter cette observation entre pairs, qui est important dans le développement professionnel, et cette enquête collaborative ou cette enquête à plusieurs qui est un élément déterminant. Alors quand on passe de l'établissement au réseau d'établissements, on peut avoir des effets importants qui ont été mesurés. Là, je vous parle d'une expérimentation qui a été conduite donc, de 2002 à 2006 et qui a été supervisée par le National College for School Leadership, qui est l'équivalent de l'École supérieure de l'éducation nationale, enseignement supérieur et de la recherche en France, et qui a conduit donc, cette expérimentation sur un grand nombre d'établissements en les structurant en réseau et en demandant à ces établissements de construire des groupes de travail. Ce n'étaient pas des groupes de travail qui étaient imposés, c'était des groupes de travail bottom-up qui étaient construits à partir des initiatives propres des établissements, différents groupes de travail, groupes de planification, groupes de résolution de problèmes, groupes d'enquête collaborative, groupes de gestion des activités, avec l'idée, la philosophie qui traversait ce travail en réseau, c'était différentes modalités d'apprendre. Apprendre les uns des autres, c'est à travers l'échange, à travers le partage d'expériences, le partage de pratiques. Apprendre avec les autres, c'est-à-dire d'un établissement à l'autre, évidemment, on sort de sa culture professionnelle propre à l'établissement parce que les établissements ont des cultures professionnelles propres qui sont liées à leurs contextes locaux et à des problématiques qui sont spécifiques. Apprendre au nom des autres, c'est-à-dire derrière, on avait des équipes qui pouvaient transférer en fait les résultats de leur apprentissage à d'autres équipes dans d'autres établissements. Et puis méta-apprendre, c'est l'idée de réflexivité. Il n'y a pas d'apprentissage professionnel s'il n'y a pas de réflexivité. Et la réflexivité, elle n'est pas individuelle, elle est collective. Et le collectif, d'une certaine manière, est un médiateur de cette réflexivité individuelle. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a des individus qui changent leurs pratiques, qui changent leurs réflexions, tout simplement parce que le collectif a joué son rôle de médiateur dans cette réflexivité. Et j'en reviens à une sagesse paysanne tout à fait chinoise, c'est-à-dire que ça, c'est évidemment le développement professionnel, ça prend du temps. Le travail en réseau, ça prend du temps. Il y a des résultats de recherche qui ont montré qu'un développement professionnel qui était accompagné
dans le temps, qui était évalué en termes de ses effets dans les changements des pratiques pédagogiques, eh bien, il fallait compter au minimum 24 à 36 mois. Hein, donc avec un suivi important des équipes et des rencontres régulières avec les équipes. Donc comme le dit ce proverbe chinois, avec du temps et de la patience, les feuilles de mûrier se transforment en robe de soie. J'ai encore un peu de temps, donc on peut faire la prochaine. Voilà. Juste 1 minute, oui, parce que je vais aller un peu vite. Alors là, je vous ai trouvé, en fait, j'ai pas réussi à trouver la traduction en français, mais je vous ai trouvé la recette, en fait, pour monter un réseau professionnel d'apprentissage ou une communauté professionnelle. Et elle est donnée par Jacques Coul, qui est un spécialiste, en fait, notamment des technologies numériques et qui a inscrit le développement professionnel dans les technologies numériques. Vous pouvez aller regarder sur son site, il donne des choses très intéressantes. Bien, il faut planter les graines. Il faut ensuite nourrir la récolte, récolter, et ensuite on peut en fait générer une nouvelle récolte. En fait. Voilà, c'est ça. Donc voilà cette métaphore agricole, mais je pense qu'il y a de ça aussi dans le développement professionnel. François Muller dit souvent aussi il faut apporter, chacun apporte son panier. Et puis, on va partager en fait le contenu de son panier et on sera toujours plus riche ensuite. Et on aura évidemment beaucoup moins faim parce qu'on aura réussi à partager des choses très différentes. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur Normand. Donc, je ne doute pas qu'il y a énormément de questions dans la salle. Oui, bonjour. Anne Sellers, AgroSup Dijon. Je suis ingénieure chargée d'ingénierie ici pour Éduterre Ingénierie et Éduterre CNPR. Donc, ma question, en fait, c'est par rapport à ce que vous avez expliqué avec le schéma dialogue, accompagnement, etc. Ça me fait penser beaucoup à ce qu'on appelle les organisations apprenantes. Est-ce que mon observation est correcte ou est-ce que c'est pas du tout ça ou comment... Tout à fait. Ce qui a été dit d'une certaine manière maintenant dans les organisations apprenantes, le Learning Organization, mais c'est déjà des théories qui datent un petit peu dans l'organisation. Ça reste valable, c'est-à-dire la distinction que fait Argyris Session, par exemple, entre l'apprentissage en simple boucle et l'apprentissage en double boucle, pas trop technique, mais l'idée de la simple boucle, c'est tout simplement, on va conduire une évaluation, par exemple, des transformations de l'organisation, mais cette évaluation ne va pas conduire à une réflexivité et à une connaissance partagée en fait, entre les acteurs. Ou s'il y a une connaissance partagée, ils n'en font rien en termes de changement de leur pratique et de changement de l'environnement dans lequel ils travaillent. Ça, c'est l'apprentissage en simple boucle. Il n'a pas d'effet véritablement sur l'amélioration, la performance de l'organisation et donc si on le transpose dans le domaine scolaire, sur l'amélioration des résultats des élèves. Donc l'apprentissage en double boucle, c'est l'idée quand même qu'on va à travers le développement professionnel, non seulement susciter une réflexivité professionnelle, une réflexivité collective, mais qu'elle va conduire véritablement à une dynamique de changement, avec justement un rôle d'évaluation qui est très très important, c'est-à-dire s'il n'y a pas je rejoins ce que disait Michel Fayol, s'il n'y a pas de démarche d'auto-évaluation qui permet de savoir non seulement où on en est, où on va, comment on y va et pourquoi on y va, s'il n'y a pas cette dynamique d'auto-évaluation permanente qui permet véritablement de stabiliser non seulement des résultats, mais aussi stabiliser des connaissances professionnelles et se poser la question qu'est-ce qu'on fait après, eh bien, il n'y a pas véritablement de possibilité de transformer non seulement l'organisation, mais aussi les pratiques professionnelles. Donc oui, je suis assez favorable d'une certaine manière à ces théories de l'organisation apprenante. C'est une vraie difficulté, mais ça demande évidemment un changement de culture professionnelle sur l'organisation. Ceci dit, on est dans des organisations qui deviennent de moins en moins bureaucratiques, où les relations sont de plus en plus transversales, où les organisations sont de plus en plus ouvertes sur leur environnement. Donc évidemment, ça a des effets directs en fait sur la capacité, et notamment aussi à travers le numérique, la capacité en fait de susciter une plus forte réflexivité professionnelle des enseignants et des cadres. Je suis Thierry Langouette, le directeur d'Éduterre. Alors je précisais au directeur général que l'ouvrage d'Atti a fait du bruit quand il a été publié, mais il y a aussi eu des controverses, notamment sur la méthode des méta-analyses dans ces domaines-là quand même. Hein. Et bon, voilà, ça c'est en passant. Mais ce que je voulais dire, c'est que la question qu'on peut se poser, c'est que tout ça est très très clair. On le voit, les corrélations qu'il y a entre les pratiques et la réussite éducative ou académique, ou voire plus que ça.
La question qu'on peut vous poser à vous, c'est qu'est-ce que vous constatez de ce développement-là dans notre pays, en France? Est-ce que les traits culturels ou est-ce que l'histoire fait que ça se développe moins, ça se développe? Qu'est-ce qui se passe? Finalement, je suis assez étonné parce que quand j'ai commencé à travailler sur ces questions-là, en fait, développement professionnel, personne ne savait ce que ça voulait dire. Je vous parle de ça il y a 4-5 ans. Et on se rend compte maintenant que développement professionnel, au moins dans l'éducation nationale, ça fait par des instructions officielles, c'est au moins dans les textes. C'est-à-dire qu'on a le terme développement professionnel est là. Et si on regarde la définition des compétences des enseignants, on a des compétences qui sont définies maintenant, qui demandent aux enseignants non seulement d'être experts sur leur discipline, mais de s'ouvrir à une dynamique collective à l'échelle de l'établissement scolaire. Enfin, c'est peut-être pas défini tout à fait comme ça dans les textes, mais c'est le sens. Donc, ils sont évalués sur leur capacité à s'inscrire dans le projet d'établissement, à y participer. Ils sont évalués sur les capacités justement à prendre en compte leur développement professionnel, et ça, c'est vraiment dans le texte. Donc, on voit d'une certaine manière qu'il y a une évolution. Moi, je vois par exemple maintenant sur les plans académiques, par exemple, ou les politiques académiques, un début de travail en réseau des établissements, par exemple. J'étais récemment à Limoges où on a créé une maison du développement professionnel en essayant de mettre en commun les services qui s'intéressaient à l'innovation et ceux qui s'intéressaient à la formation continue des enseignants. Donc il y a des transformations qui s'opèrent, mais c'est des transformations souvent qui sont à bas bruit, c'est ce que j'ai envie de dire un peu, c'est-à-dire des transformations qui partent d'initiatives des acteurs locaux. Même dans l'éducation nationale, on a beaucoup d'initiatives locales très intéressantes. Ce qui manque d'une certaine manière, c'est ce que j'appelle une ingénierie de la réforme ou une ingénierie de l'accompagnement qui permettent véritablement de prendre au sérieux toutes ces innovations locales, de quelquefois les orienter dans la bonne direction, parce que quelquefois, comme disait Michel Fayol, il y a un peu de déperdition. On n'est pas forcément centré toujours sur les apprentissages des élèves, mais en même temps de penser l'ingénierie en termes d'accompagnement, en termes de capitalisation de ce qui s'est fait, de construction d'une mémoire de ce qui s'est fait, et en termes de changement d'échelle, c'est-à-dire de transfert d'une certaine manière des innovations locales dans d'autres contextes locaux, voire à l'échelle régionale ou nationale. Donc là, il y a, je pense, encore des efforts à faire, mais je suis toujours impressionné de voir cette capacité, d'une certaine manière, d'innovation des acteurs locaux. C'est souvent qu'on n'a pas les process ou les structures ou les systèmes, ou même la réflexion parmi l'encadrement qui permet véritablement de le prendre en compte. Donc là, il y a aussi sans doute un changement de culture professionnelle aussi de la part de l'encadrement. Il y a souvent une illusion, d'une certaine manière, dans l'encadrement, il y a souvent une peur de perte de maîtrise. Il y a souvent une perte de maîtrise. Et l'encadrement se rassure en développant des cahiers des charges, des indicateurs ou d'autres cadres qui vont lui permettre, d'une certaine manière, qui vont lui donner l'impression qu'elle ne perd pas la maîtrise sur ces innovations et ces dynamiques locales. Moi, j'ai pu voir des inspecteurs, et je l'ai assisté en vrai, des inspecteurs d'éducation nationale, qui, au nom d'une démarche d'auto-évaluation, cherchaient à faire rentrer tout le bulletin officiel de l'éducation nationale dans leur grille d'analyse. Et quand ils arrivaient ensuite au contexte des chefs d'établissement, ils ne comprenaient pas pourquoi ils n'étaient pas compris par les chefs d'établissement. Et quand je leur ai posé la question, c'était dans un amphithéâtre comme celui-là, et je leur ai dit, mais pourquoi vous n'associez pas les chefs d'établissement à votre démarche d'auto-évaluation ? Un personnage important du ministère, je ne donnerai pas son nom, est intervenu en disant, il n'est pas question que les chefs d'établissement entrent dans le travail des inspecteurs. La mission d'auto-évaluation, c'est la mission des inspecteurs. Tant qu'on sera dans des cultures professionnelles comme celle-là, tant qu'on n'aura pas véritablement au niveau de l'encadrement des capacités à échanger, à développer une coopération et à rentrer dans l'intelligence de l'autre, notamment de l'autre corps professionnel, on ne progressera pas. Donc là, d'une certaine manière, il y a du progrès à faire. Merci Monsieur Normand. Vous nous invitez peut-être à rebondir sur vos propos. On va prendre une dernière question parce que je crois qu'on ne va pas prendre de risque avec votre train. Merci. Bonjour Isabelle Gaborio, je suis chargée de mission au CEZ Bergerie Nationale, qui est l'un des établissements d'appui à l'enseignement agricole. Peut-être une précision ou un avis concernant la Finlande. J'ai noté 2 choses. Vous avez dit d'une part le comment l'emporte sur le pourquoi, et ensuite vous nous avez dit il n'y a pas de distinction entre pédagogie et didactique, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc quel est votre avis sur la question ? Si, ce que m'a expliqué, moi je ne suis pas une spécialiste de l'apprentissage comme Michel Fayol ou les contenus de formation, mais ce que m'a expliqué cet expert sur la formation des enseignants en Finlande, c'est que les enseignants dans leur formation, on leur demande de partir véritablement des apprentissages des élèves, c'est-à-dire tout simplement de leur
leur cognition, de ce qu'ils apprennent vraiment. Et à partir de là, on construit d'une certaine manière la séquence pédagogique en fait en commun avec d'autres enseignants. Donc on est véritablement sur comment les élèves apprennent. Avant de se poser la question, ils doivent apprendre telle notion de mathématiques ou telle notion de finnois, etc. Donc on n'est pas sur le what, sur le quoi, quel contenu transmettre aux élèves, parce que souvent c'est un petit peu la posture qu'on trouve chez les enseignants. On est plutôt sur comment l'élève apprend, qu'est-ce qu'il réussit, quelles sont ses erreurs, comment on peut partir à partir de l'erreur de l'élève, tracer en fait un parcours personnalisé pour l'élève, un apprentissage personnalisé, et ensuite construire véritablement une séquence de cours et une programmation en fait, des cours entre les enseignants. Voilà. Donc c'est en ce sens-là qu'elle me disait, quand je lui disais mais didactique et pédagogie, pour eux, didactique et pédagogie, en fait, c'est tout simplement la même chose. En fait. Il n'y a pas de distinction. Merci. Une dernière question? Dominique Guidoni-Stolz, je suis d'Éduterre Recherche. Moi, ce qui me pose question, c'est de partir des évaluations telles que PISA, et j'aimerais savoir si ces systèmes éducatifs fonctionnent de manière équitable pour tous les élèves. Et la question, c'est le changement pour quels élèves? Pourquoi? Pourquoi faire? Et donc, est-ce qu'il y a une réflexion sur les élèves qui sont en difficulté scolaire? Est-ce que ce sont des systèmes équitables, finalement, ou pas? La problématique de l'équité ou la problématique des inégalités, elle n'est pas spécifiquement française en fait. Quand on voyage un petit peu dans le monde, par exemple on voit en Chine, il y a une vraie problématique sur les inégalités. Et le ministère de l'Éducation chinois veut absolument réduire les inégalités en fait entre les élèves. Les problématiques sont un petit peu différentes, c'est-à-dire qu'en Chine, l'égalité elle est entre la Chine de l'Ouest et la Chine de l'Est, avec en fait des zones rurales où en fait les enseignants sont sous-qualifiés, où les élèves sont livrés à eux-mêmes parce que les parents ont fui dans les villes et on a laissé l'éducation des enfants aux grands-parents. On a des problèmes d'immigration, d'urbanisation terribles qui participent d'une certaine manière aussi de la production du maintien des inégalités. Mais ça ne veut pas dire que le ministère de l'Éducation chinois n'est pas intéressé par la réduction des inégalités. Et notamment, ils essaient de limiter le choix scolaire par des stratégies, etc. Alors en même temps, on est dans des systèmes éducatifs qui ne sont pas forcément non plus pilotés à l'échelle nationale ou fédérale. On a des situations locales et régionales très différentes. Mais j'ai pu par exemple discuter avec des superintendants des districts américains autour de San Francisco par exemple, qui, alors on peut dire, les États-Unis c'est le pays des inégalités. Ben, lui, dans sa bouche, il avait que l'idée de réduire les inégalités entre les élèves hispaniques qu'il accueillait majoritairement dans son district et puis les élèves blancs, parce qu'on a évidemment des discriminations très fortes aux États-Unis et une ségrégation entre blancs, hispaniques et noirs dans les établissements, les districts américains. Donc je veux dire, cette conception de l'idée de réduire les inégalités et travailler plus pour l'équité des systèmes éducatifs, on le retrouve partout, mais évidemment adapté à chaque fois à des contextes locaux et culturels spécifiques. Mais on n'a pas le monopole, si vous voulez, de la lutte contre les inégalités en France. Voilà. Je vous propose d'en rester là et puis d'applaudir à nouveau Monsieur Normand pour son intervention.